Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, on va mettre des choses au clair tout de suite parce qu'on a bien des sujets. Ouais, hein? Alors, on va commencer par les Forts de Chambly. Oui. Parce que ça a brassé en fin de semaine. Ça a l'air qu'il ne faut pas manquer le match de dimanche. Non, exactement. Donc, ce dimanche à 16h, il y aura un match contre les Panthères de Saint-Jérôme. Et le capitaine des Panthères de Saint-Jérôme, mon cher, qui a appliqué une mise en échec par derrière sauvage. On peut voir une photo à l'écran. Ah, on va se le dire, là. Donc, mise en échec sauvage. Qu'on essaie de bannir du hockey, là, Ouais. on l'a en image présentement. Et lui, le capitaine des Forts, c'est Jérémy Brown. Ouais. Jérémy, l'ancien coéquipier du capitaine des Panthères. En plus. OK? Tu vois le truc, là? Fait qu'il se connaissait. OK? Alors là, le kid est allé passer du temps à l'hôpital. On enregistre le lundi, c'est arrivé vendredi soir dernier. OK. Encore des maux de tête. Je parlais à Marc-André Houle tantôt, François. On parle d'à peu près un mois d'inactivité. Mais tu sais ce que c'est lorsqu'on parle des commotions cérébrales? Ouais, non. Prêtez-moi l'expression, là, c'est du up and down, on le sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas invité au même party, François. Là, il joue contre Saint-Jérôme ce dimanche. Exact. Ouch. Est-ce qu'il va y avoir du grabuge? Je pense pas que ça va déborder, mais ça va être un match intense. Faut pas manquer ça, mais sérieusement, là, on a vu les images. On veut proscrire des coups comme ceux-là, François. On est en en parle tellement, 2015, en plus. exactement. On ne fait que ça, en parler, puis ça se produit encore. Alors, j'espère qu'il y aura suspension. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, oui, c'est ça, c'est 5 matchs. 5 mais matchs. En tout cas, tu veux Ça mon enlève pas la opinion, commotion, hein? ça n'enlève pas la commission, puis je trouve que ça passe pas un message. 5 matchs, dans cette ligue-là, on en joue 2 par fin de semaine. Ça veut dire 2 semaines et demie d'inactivité. C'est ridicule. C'est ridicule. On veut du monde à Chambly dimanche. Voilà. Hey François, il faut que je te parle d'un autre sujet. Il faut que je te parle de Steve Williams. Ah, Steve Williams, qui est l'ancien cadet de Ouais. Tiger Woods, qui vient de sortir un livre, ouais. Maintenant cadet de Adam Scott. Adam Scott. Et là, il déverse, mon ami, son fiel sur Tiger Woods. On en parlait tantôt. Le gars, il pouvait gagner quoi à peu près quand il était cadet de Tiger Woods? Il faut gagner un 4 millions par année. Hein. Facile. Ouais. En tout cas, à cette époque-là où les salaires étaient encore... Ce que les gens disaient, c'est que le cadet de Tiger Woods gagnait plus que le 3/4 des Ben, c'est joueurs ça. sur le circuit. Il finissait, mettons, top 10 des meilleurs boursiers. Ah oui. À chaque année, c'était des pays égal. Et il y a un endroit où ce que là, les gens, ça soulève lire, là, c'est qu'il dit que Tiger Woods le traitait comme un esclave Ouais. parce qu'il lançait ses bâtons puis qu'il crachait partout. Je m'excuse, là, mais des Kodak qui suivaient Tiger Woods, il y en avait partout. J'ai jamais vu Tiger cracher sur un terrain de golf. Je l'ai déjà vu lancer ses bâtons. Ouais. Mais écoute-moi bien, mon moyen bonhomme. Je sais très bien que tu n'écouteras pas Sport Express, là. Mais si tu veux savoir c'est quoi un vrai esclave, là, va lire sur les années 1800, puis les Noirs, puis tout ça. Ouais. Puis je peux te dire une affaire, ça, c'est de l'esclavage. Puis les gens à coups de fouette, puis ça dormait dans des endroits où est-ce que tu n'enverrais même pas ta poule passer la nuit, là. Ça, c'est de l'esclavage. Les gens travaillaient pour même pas 1 pièce par semaine. Toi, tu faisais 5 millions par année. Donne-moi 5 millions, tu peux me garocher les bâtons que tu veux, Ouais. mon chum. Tu vas les laver, hein? Je te le dis tout de suite, puis moi, il laver. Je trouve ça pathétique. Alex, je vais te Pathétique. présenter à mes amis Bianca Gervais et Sébastien Diaz. J'ai bien aimé ta montée de lait qu'on voit dans Ouais. leur émission Format J'avoue, je familial devrais à en toutes les faire semaines. un moment donné. Je ne suis pas Oui. connu, là, mais j'ai 2 enfants. Oui. François, on parle de golf avec ton invité cette semaine. Oui, le sommet du golf qui se passera à Bromont au mois de décembre. Martin Ducharme est avec nous, Ouais. DG du golf et auberge de Château-Bromont, un chic type. Et on va également parler avec un de nos amis des courses gourmandes, Frédéric Houd. Voilà, Frédéric Houle, mon cher Frédéric Houle, qui est un invité qui vient tout le temps, Ouais. chaque année, parler des courses gourmandes. Il y a un bel événement en fin de semaine à Bromont. Ouais. Il nous en parle, mais pour l'instant, on s'arrête 5 secondes et au retour, François et Martin. Très bientôt aura lieu le sommet du golf. On en entend parler un petit peu partout ces temps-ci sur les réseaux sociaux ici au Québec. Pour en parler, le directeur général du golf et auberge de Château-Bromont, Martin Ducharme, est avec nous. Salut Martin. Bonjour François. Bienvenue au studio. Ça me fait plaisir. Écoute, ça fait longtemps que je t'ai invité à l'émission. Je suis content que tu aies enfin pu te libérer pour venir nous rendre visite. Martin, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est le sommet du golf? Écoute, n'importe qui est maniaque de golf, on voit passer des capsules vidéo de différents directeurs généraux, de joueurs. Parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est et c'est quand le sommet du golf? Premièrement, le sommet du golf va avoir lieu le 8, 9 et 10 décembre 2015 au domaine de Château-Bromont. Oui. Le sommet du golf, ça découle de 3 ans de travail. OK. 3 ans de travail acharné de toutes les associations. Donc, on avait une table où toutes les associations étaient représentées. On parle de l'Association des surintendants de golf du Québec, l'Association des directeurs généraux, l'Association de golf Québec, les professionnels, l'Association des terrains de golf. OK. Donc, tout le monde était réuni à cette table-là pendant 3 ans de temps. Et là,
le bébé va venir au monde le 8, 9, 10 décembre. OK, ma prochaine question était, est-ce que c'est un événement qui revient à toutes les années? Donc, tu viens de répondre à ma question. C'est vraiment, ça fait 3 ans que toute l'industrie du golf au Québec travaille là-dessus. Exactement, exactement. Et là, on en parlait un petit peu hors d'onde avant l'émission. Malheureusement, monsieur tout le monde ne peut pas assister au sommet du golf. C'est vraiment pour les gens qui sont dans l'industrie. S'il y a des professionnels, des DG qui se posent encore la question, est-ce qu'on devrait y aller? C'est quoi la programmation? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Moi, selon moi, là, incontournable? la question, elle ne se pose pas. OK. Il faut vraiment enlever tout ce qu'on a à l'horaire dans ces 3 journées-là. Tout dépendant, parce qu'il faut faire attention. Le 8, 9 et 10, ces 3 journées-là, 8 et 9 sont consacrés aux directeurs généraux. OK. Après ça, le 9 et 10, là, toutes les autres associations rentrent en ligne de compte. Ce qui a été décidé, c'est que tout le monde faisait leur congrès en même temps. Okay. Avant, ce qui arrivait, c'est qu'un était en février, l'autre en janvier, l'autre en novembre. Tout le monde était éparpillé à droite et à gauche, un peu partout à travers la province. Et c'est de là qu'est sortie l'idée de dire, regarde, on peut-tu faire un événement où on va regrouper tout le monde en même temps? Et ça va avoir lieu, c'est ça, au mois de décembre. Ce qui veut dire que la vraie journée, la grosse journée, où le rassemblement, où tout le monde va être vraiment ensemble, c'est le 10 décembre. Okay. Parce que les autres journées, ça va être des conférences où un va pouvoir aller à la conférence de l'autre, où on va avoir des agronomes, on va avoir l'industrie touristique, on va avoir... Il y a toutes sortes de sujets pertinents qui touchent chacune des associations. Et tout le monde aussi va en profiter pour faire leur réunion annuelle en même temps. Et le 10, on se retrouve au sommet du golf avec une panoplie d'invités vraiment là, qui touche tout le monde dans l'industrie. Et on va clôturer ça avec un gala. Okay. Ce qui fait que la soirée du gala, on va honorer tous les gens de l'industrie. Encore une fois, qu'on soit surintendant, qu'on soit professionnel, qu'on soit sur le circuit amateur avec Golf Québec, qu'on soit directeur général ou gestionnaire propriétaire d'un terrain de golf, ça va toucher tout le monde. Martin, est-ce que c'est moi où on a entendu parler beaucoup du golf Château-Bromont cet été? Il y a eu plusieurs événements chez vous. Là, vous avez le sommet du golf également. Grosse année pour vous autres? C'était une très grosse année. Je pourrais dire que 2015, là, pour nous autres, ça va passer à l'histoire, mais pour plusieurs aussi. Ouais. Par contre, moi, j'appelle ça, là, c'est comme si c'est les 4 races. Donc, la première race, on a commencé avec Premier Élan CN au mois de juillet, qui était un événement qui regroupait les meilleurs juniors, garçons et filles de l'Est du Canada. Après ça, on est arrivé avec l'invitation Graham Cook, qui est le tournoi qui vient couronner les efforts de tous les juniors au Québec. Et on va chercher quelques juniors aussi dans d'autres provinces, qui a été couronné d'une façon vraiment spéciale. Là, ça a été un conte de fées. C'est Étienne Papineau qui a gagné l'événement. Et le seul trophée qui manquait à Étienne, c'était le Graham Cook. À tous les ans, il arrivait tout le temps un petit quelque chose. Puis là, Étienne, 16, 17, 18e trou de la 2e ronde, il est allé chercher ce trophée-là qui lui manquait dans sa collection. Après ça, on a eu les professionnels avec la Coupe Titleist au mois de septembre. Et on vient clore ça avec la 4e house, avec le sommet du golf. Donc, oui, Golf Château-Bromont, vraiment, cette année, on peut dire qu'on passe à l'histoire. Pour revenir au sommet du golf, là, on entend beaucoup, tu sais, le golf est malade, ça fonctionne moins, les gens s'intéressent moins. Est-ce que c'est toutes des questions que vous êtes posées, ça, depuis 3 ans, pour pouvoir rassurer peut-être l'industrie du golf, que je t'entendais parler un petit peu hors d'onde, le golf n'est pas si malade que ça, là? Et il y a toujours eu un message négatif qui a été passé. On entend parler des terrains de golf qui sont vendus. Là, on en entend parler de plus en plus. Des rumeurs. Oui, bien, il y a des rumeurs, mais il y a des transactions complétées aussi. Il faut bien comprendre que les terrains qui sont vendus, 100 de ces terrains-là, présentement, ce sont des terrains qui ont été vendus pour de l'immobilier. Moi, si je suis gestionnaire ou propriétaire d'un club de golf, je travaille acharnément, d'arrache-pied, à trouver des nouvelles idées, à avoir des clients, tout ça. Puis en bout de ligne, il me reste un petit profit qui est gros comme ça. Ou j'ai le choix de vendre à un promoteur immobilier où le terrain va être dézoné et vendre, puis là, vraiment, là, de passer à la caisse. Je pense que la question, elle ne se pose même pas. Donc, c'est ce qui se produit présentement. La rareté des terrains, des beaux terrains avec des arbres matures, avec un décor qui est superbe, bien, ils vont en faire des résidences à ce moment-là, puis ils vont diviser en lots pour pouvoir faire de la maison. Donc, la question ne se pose pas. L'industrie, est-ce que l'industrie est malade? Moi, je dis que l'industrie n'est pas malade. Est-ce que ça fait juste 3 ans qu'on se questionne? Non. Moi, ça fait
31 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 31 ans que je me questionne parce que je veux toujours arriver avec quelque chose de différent à chaque année. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Plus précisément depuis 10 ans. Vraiment, là, depuis 10 ans, on se questionne. Est-ce qu'il y a moins de golfeurs? Non, c'est pas vrai. Il y a de plus en plus d'adeptes au golf. Plus en plus de femmes, plus en plus d'hommes, des juniors, il y en a de plus en plus. Ça devient un sport familial, ça devient un sport aussi intergénérationnel. On voit de plus en plus grand-papa qui arrive ou grand-maman qui arrive avec ses petits-enfants. Ça, on ne voyait pas ça avant. Parce que moi, je peux t'en parler vite. Ma conjointe est professionnelle de golf, donne beaucoup de cours, puis je ne l'ai pas vu de l'été. Non, exactement, exactement. Donc, c'est un message négatif qui a été passé, puis moi, je suis contre ce message-là, parce que je le vois, je suis dedans, je le vois. Il y a de l'engouement pour le golf. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a de plus en plus de golfeurs, golfeuses. Par contre, on a de moins en moins de temps. Et la fréquence des gens a diminué. C'est ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu certains clubs de golf que ça a une diminution. Okay? Et les gens font attention à leur budget. Ça, c'est ce qui arrive le plus. Là, les gens vont chercher les rabais. C'est sûr que le budget sorti, escapade, les gens vont regarder, comme tu dis, les rabais. Oui, puis c'est prouvé. Dans n'importe quelle étude qui a été faite dans les 10 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, bon, l'austérité, peu importe, là. OK, je ne rentrerai pas dans ce côté-là, là, mais le budget loisir a diminué chez la famille québécoise. Donc, à ce moment-là, au lieu de jouer 2, 3, 4 fois par semaine, les gens vont jouer 1 fois par semaine. Donc, ils vont bien cibler leur endroit, ils vont bien choisir aussi s'il y a un rabais qui peut être intéressant. Et à ce moment-là, bien, ils vont profiter pour pouvoir aller à certains endroits. Martin, rapidement, il nous reste 2 minutes. Pour les gens qui n'ont jamais joué les allées du golf Château-Bromont, parle-nous un petit peu du défi que les golfeurs vont avoir là-bas. Alors, je peux vous dire que, première des choses, le panorama il est exceptionnel. Le panorama, qu'on soit vis-à-vis la montagne de Bromont ou Montérégie, la vue, elle est spectaculaire. C'est un terrain qui est très permissif. Il n'y a pas de bois. Vous ne pouvez pas perdre de balle chez nous, à moins d'aller dans l'eau. Mais encore là, elle est récupérable ou celle que la personne elle avait perdue avant vous. Mais ce n'est pas un terrain difficile, c'est un terrain qui est très permissif. C'est juste les verts qui sont un petit peu difficiles à juger parce qu'on oublie la montagne. Donc, c'est ça. Les gens ne pensent plus à la montagne parce qu'ils sont éblouis par le décor. Mais il faut toujours penser à la montagne. Mais c'est sûr qu'on est l'endroit numéro 1 en forfait golf. Tout ce qui est au sud de Montréal, forfait golf avec l'auberge et le château. On a quand même 200 chambres pour pouvoir accommoder les gens. On est devenu un incontournable. On fait partie vraiment là, de l'endroit maintenant là, par excellence sur la Rive-Sud de Montréal. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'an prochain au golf Château-Bromont? De la belle température. De la belle température. On veut avoir la même température qu'on a eue à partir de la mi-août à aller jusqu'à mi-octobre. Martin, on invite les gens au sommet du golf? Oui, tous les gestionnaires, tous les gens qui touchent de près au golf, c'est un rendez-vous le 8, 9, 10 décembre prochain au domaine Château-Bromont pour le premier sommet du golf. On s'inscrit en ligne. Ça me fait plaisir. Merci, Martin. Merci, François. Merci. Salut. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Nous sommes de retour à Sport Express et je vous le dis tout de suite, ça va être du n'importe quoi le prochain 15 minutes. Mais bon, c'est avec un bon ami et on le reçoit. C'est une figure connue de Sport Express. Frédéric Hood est avec nous. Salut Fred. Salut Alex. Fred, écoute, on va le dire, là, il n'y aura pas de mensonge. On t'a appelé Expresso comme ça parce que d'abord, tu as un événement, puis en même temps, on voulait t'avoir sur l'émission. Puis c'est comme le concept Bromont aujourd'hui, parce qu'on a reçu les gens du Château Bromont un petit peu plus tôt dans l'émission. Et toi, il y a une grosse course en fin de semaine. C'est le demi-marathon des microbrasseries. Ça a lieu à Bromont également. J'aimerais ça que tu nous en parles. Mais tu sais, les courses gourmandes, on voit ça se promener sur Facebook, puis ces affaires-là. Je vais parler pendant 15 minutes. Je vais faire exprès. Toi, habituellement, je te pose une question, puis j'ai pas le temps de parler après. Non, c'est pas vrai. Parle-nous un peu du concept, parce que Claude le disait tantôt, c'est le seul endroit où tu fais de la course, puis tu prends du poids. C'est pas ça, là, mais c'est un beau concept. Parle-nous-en. Tu me regardes en disant ça? Non, c'est faux. Mais tu es en forme. Ah, je recommence. Là, Ron, c'est une forme. Ah, vas-y. Donc, effectivement, les courses gourmandes, le concept originalement. C'était effectivement de faire découvrir des produits gourmands, des produits du terroir, en jumelant ça à l'activité physique. Donc, effectivement, tu fais de l'activité physique, donc tu perds des calories, puis bon, tu en reprends un peu ou plus à la fin, mais tu sais, le but, c'est pas nécessairement la journée même qui est importante. Ouais. Tu sais, les gens qui s'inscrivent à nos courses, ils se sont entraînés longtemps, puis ils en ont perdu beaucoup de poids pour se rendre là. Fait que je pense qu'ils ont le droit à une petite gâterie. C'est vrai, exactement. Mais tu as pigé ça où, sérieusement? J'ai quoi? Tu as pigé ça où? Tu t'es levé un matin, puis... Oui. Pour vrai? Je me suis levé un matin, effectivement, où je ne me suis pas couché une soirée. Puis j'ai eu une idée avec ma copine de l'époque de dire, bien, ça serait le fun, tu sais, faire une course différente, tu sais. Parce qu'il faut le dire aux gens, peut-être les gens ne savent même pas. Tu es avocat, toi, en fait? J'étais avocat, ouais, c'est ça, ouais. J'étais avocat pendant 10 ans, puis j'ai changé pour le mieux. non, mais c'est pas ça que je dis. On ne fera pas le procès de la profession, mais quand même, tu n'étais pas dans le domaine de la course au départ. Non, mais en quittant la profession, j'ai fait un peu de ménage. Donc, je me suis mis à courir moi-même. Donc, j'ai moi-même fait du ménage sur moi et je me suis mis à courir, perdre du poids. Donc, j'ai couru, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans les courses. J'ai aidé des organisations, j'ai eu des contrats au Marathon de Montréal. D'ailleurs, je travaille toujours au Marathon de Montréal à chaque année. Puis, j'ai trouvé ça le fun un peu comme ambiance, comme, tu sais, c'est un trip d'organiser un événement puis de voir des gens qui, dans le fond, qui se rassemblent autour de ton événement puis qui se sont entraînés pendant des mois. Puis de voir l'accomplissement de ces gens-là, puis de les voir triper avec le sourire à la fin, même s'ils n'ont plus de jambes, c'est le fun. Je sais que tu es très jet set, tu étais au Vermont en fin de semaine, j'ai vu ça sur Facebook. Et mais sérieusement, quand tu vas dans des courses comme ça, parce que tu te promènes, on va se le dire, là, est-ce que tu prends des notes? Souvent, on se dit quand on se compare, on se console. Est-ce que tu trouves que tes événements sont bien organisés comparativement aux autres? Je suis effectivement très critique de mes événements. Par contre, je me rends compte quand même, puis j'ai beaucoup de gens qui me disent que mes événements sont très bien organisés. Et je pense que la croissance le démontre encore cette année avec nos 15 000 coureurs. Mais effectivement, je vais beaucoup au Vermont, en Nouvelle-Angleterre, courir des événements. Mais je vais surtout pour voir comment c'est organisé, quel genre de fournisseurs ils ont, quel genre d'après-course ils offrent aux coureurs, qu'est-ce qu'ils donnent. Je parle beaucoup aux organisateurs parce que je suis en train de mettre sur pied des associations, des partenariats avec des clubs de course américains pour qu'ils viennent courir chez nous dans mes événements. Puis, je veux aussi envoyer de nos coureurs chez eux. C'est pas loin le Vermont, c'est pas loin l'État de New York non plus, ici, proche de Saint-Jean. Donc, les gens peuvent... tu sais, on peut amener des gens ici découvrir nos régions, nos produits québécois, et on peut aussi aller les visiter. C'est le fun, tu sais, ça fait une belle fin de semaine pour nous. Puis moi, j'aime bien ça. Tu sais, c'est le moment, en ce moment, en octobre-novembre, pour moi, pour aller visiter mes collègues américains. Il y a un événement qui s'en vient en fin de semaine. On a parlé en ouverture, Frédéric, c'est le demi-marathon des microbrasseries. Ça a lieu du côté de Bromont. Parle-moi-en un peu parce que c'est moi où ça se promène quand même à chaque année. Là. Bien, la première édition avait eu lieu à Belleuil. Puis, les infrastructures ne permettaient pas que l'événement grossisse. Il était très gros au départ, il y avait 3000 personnes. Puis, on l'avait relocalisé temporairement l'année dernière à Mont-Saint-Grégoire, un lieu qu'on connaissait bien à cause du demi-marathon des microbrasseries. Donc, mais en même temps, là, on ne pouvait pas avoir deux événements dans la même municipalité. On a décidé de trouver un lieu qui pouvait accueillir
puis faire en sorte que l'événement puisse prendre de l'expansion. OK. Donc, Bromont était pour nous un choix très intéressant, malgré le fait que c'est uniquement de la côte. Donc, c'est vraiment des parcours magnifiques. Ça n'a pas fait peur aux gens. J'ai été surpris. C'est un record de participation pour une course gourmande. Okay. En fait, c'est notre 19e événement qu'on présente en 2 ans et demi. Et c'est notre plus populaire avec près de 3500 inscrits dans des circonstances qui ne seront pas nécessairement faciles pour les coureurs. Au moins, il va faire beau. Il annonce beau, en tout cas. Ça c'est sûr. Alors, on vous le souhaite. Tu sais qu'on est diffusé à Montréal maintenant. Hein, on a pris l'expansion. Exactement. Et je sais que tu as un événement, tu ne peux pas vraiment nous en parler, mais tu as un événement qui va avoir rapport avec le chocolat. Ça s'en vient bientôt. Je peux vous en parler. Bien, tu peux nous en parler, mais il y a des trucs que tu peux pas... Il faut garder les petites surprises. Le finish risque d'être assez extraordinaire, de toute façon, tu parlais tantôt. Oui. Parle-nous-en, parce que là, tu as plein de trucs qui s'en viennent quand même. Oui, bien, il y a plein de trucs. En fait, cette course-là, la Choco-course, c'est une course, c'est un fun run. C'est une course non chronométrée, vraiment pour le plaisir. Puis c'est pas vraiment des coureurs qui s'inscrivent. C'est des gens, c'est la clientèle color run, les courses, les courses que tu t'inscris en gang, puis que tu découvres, en fait, que tu te prends pas au sérieux. Il n'y a pas de chronométrage, mais il y a tout le reste. Il y a tout ce qu'on offre, là, les chandails, les médailles. Ça va être le même setup. La personne qui fait un demi-marathon, généralement, va retrouver la même chose. Oui. C'est vraiment un gros happening qu'on veut faire. Il y a déjà 3000 personnes inscrites en 2 mois. On vise, c'est sûr qu'il va y avoir plus que 5000 personnes. Donc, ça se peut qu'on ait jusqu'à 7000. Qu'est-ce que c'est la Choco-course? En fait, les coureurs, à chaque kilomètre, vont déguster un chocolat d'une saveur différente qui est fabriqué par Cacao Barry, qui est notre présentateur officiel de l'événement. Donc, un des plus gros producteurs chocolatiers au monde qui a décidé, quand il a vu l'événement, il a voulu embarquer tout de suite avec tout ce que ça implique. Donc, tous les exposants qui vont être à l'arrivée aussi, ça va être assez énorme, une 50aine d'exposants chocolatiers. Donc, à chaque station, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc, à chaque kilomètre, c'est comme ça. À la fin, plein de surprises chocolatées, médailles, comme j'ai dit. Puis, on verra aussi, on est en train de préparer plusieurs choses. Donc, aussi, le lieu d'arrivée va être assez extraordinaire, je pense, pour ce happening-là. Il y a des rumeurs qui voulaient que ça soit fait à Laval, mais ça n'a pas marché. Non, c'est avec les cocos. Non, ça, c'est le cocoton. Non, je sais, je t'ai niaisé. Ça aurait été bon quand même. Bien, on a pensé à Laval, mais... ça n'a pas marché. Ben, je suis sûr que tu vas être capable de faire quelque chose, parce que là, tu prends l'expansion, ton affaire. Pourquoi pas le Saguenay, Québec? Bien, on pense à plusieurs choses. Mais en fait, on a été approché pour organiser des choses aux États-Unis. Donc, on regarde de ce côté-là. En même temps, on est encore approché par des localités au Québec. Ouais. Je pense à Farnham, je pense à Bolton. Donc, il y a aussi encore un intérêt à faire des courses au Québec, mais le marché commence à être un peu... Écoute bien, j'ai pas envie qu'on plante personne. Par contre, je te laisse la dernière minute parce que je sais que la compétition est féroce, Fred, OK? Il y a beaucoup de gens qui organisent des trucs comme ça. Moi, je veux savoir, parce que je sais que les événements sont bien organisés, qu'est-ce qui fait que les courses gourmandes se démarquent des autres? Bien, je pense qu'on offre un produit qui est recherché par les coureurs. Tu sais, on n'est pas... on n'offre pas juste un chronomètre. Puis c'est correct. Tu sais, il y a des courses qui offrent ça, puis qui offrent un petit lunch après. Puis il y a un public pour ça. Nous, notre public, c'est des gens qui veulent un happening, qui veulent une ambiance qui est vraiment différente, je pense. Puis je pense qu'on offre un service à la clientèle qui est vraiment près des gens. On est près des gens, on répond aux gens à toutes leurs questions, on fait beaucoup de promotions sur les réseaux sociaux, beaucoup de concours. On met en valeur beaucoup les commerçants locaux où on passe, les artisans locaux. Je pense que les gens aiment ça, de voir une organisation dynamique d'ici qui a vraiment à cœur puis les événements, puis les coureurs, puis qui est passionné par l'organisation d'événements. Je pense qu'on se démarque pour ça, puis je pense que, veut pas, on a des bons partenaires, des bons produits locaux à mettre en valeur qui font le succès aussi de nos événements. C'est pas seulement nous, mais c'est tous ceux avec qui on fait affaire qui font en sorte que le succès des événements est ce qu'il est en ce moment. Puis en tout cas, pour vous suivre sur les réseaux sociaux, tu as une belle gang qui s'implique beaucoup aussi. Puis c'est pas une secte, mais les gens te suivent partout aussi. Fait qu'à la limite, c'est signe que c'est bien organisé puis que les gens apprécient tes courses. Merci, Frédéric. Bien, merci, Alexandre. Au plaisir de te recevoir bientôt. Puis on va se voir au mois de mars. Je vais y aller, moi,
à Montréal, au show. Comme spectateur? Non, ben... Ah oui. Combien de kilomètres je peux courir? 5, tu peux les marcher? J'aime ça. Tu les fais en rollerblade? Non? Ben, OK, je te promets. Je te rappelle que c'est l'hiver. OK, je fais une affaire avec toi. Je fais un... Ouais, j'avoue. Non, mais au mois de mars, il n'y aura pas de neige. Là. Je te le dis, moi. C'est tellement bien déneigé à Montréal. Ouais, finalement, je suis bien amené mes skis. Sérieusement, je le dis, là, je vais le faire, le 5 km. C'est correct? Oui. Je te dis, je le fais. Je Puis, note. François, t'amènes une caméra. Je fais 5 bien, km. ça. Ça se peut que je meure là après, par contre. Je te le dis tout de suite. Merci, Fred. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, avant de parler NASCAR, on parle football. Oui, félicitations à nos Huskies de Saint-Jean. Marc Rémillard nous l'avait promis la semaine passée. Grosse victoire, bravo. Champion. Félicitations les boys et également les Géants qui jouent en demi-finale du Bol d'Or ce samedi à 16h au stade Alphonse Desjardins de Saint-Jean. Go, go, go. Rendez-vous. Go! Yes, sir. NASCAR. François, dimanche dernier, t'a présenté la 7e épreuve de la Chase for the Sprint Cup, puis ça a brassé. C'était à Martinsville. Et Jeff Gordon s'est assuré d'une participation à la finale en remportant une première course en série sprint cette année. Et le vétéran de 44 ans, t'es comme tout dedans, mais dans le fond, tu t'en fous un peu comme moi. Et voilà, donc parce qu'il va prendre sa retraite à la fin de l'année, il faut le dire. C'est quand même un gros nom, Jeff Gordon, là, ses annonces de Pepsi. Parle-moi de Matt Kenseth. Écoute, Jamie McMurray, Danny Hamlin, Dale Earnhardt Jr. et Kyle Busch complètent le top 5. Mais Matt Kenseth, on voit les images présentement, a profité de l'épreuve pour régler ses comptes avec Joey Logano. Parce que tu sais que ça a brassé il y a 2 semaines. Il a fait le contraire. Il l'a sorti de la course. Je trouve ça tellement ridicule, mais en même temps extraordinaire. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, Logano se retrouve au 8e rang de la Chase, à 38 points derrière les meneurs. Jeff Gordon est premier. Kyle Busch est 2e. Martin Truex Jr., bien connu dans sa famille, est 3e. Et Kevin Harvick, 4e. Prochaine course dimanche, le 8 novembre à 14h. C'est le AAA. À Texas 500, en direct du Texas Motor Speedway à Fort Worth, au Texas. Merci François. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.